Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Rendez-vous Biblio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà. Il est historien-conteur et il a déjà animé plusieurs de nos émissions en partageant sa passion pour l'histoire et pour le conte, spécialement l'histoire d'Argenteuil. Monsieur Robert Simard, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'aimerais commencer par définir les termes que je viens d'utiliser pour te décrire. Donc, au-delà de quelqu'un qui connaît l'histoire, qu'est-ce qu'un historien? Et même question pour le mot conteur. Oh là! L'historien fouille le passé. Fouille le passé pour comprendre le présent. En comprenant le présent, bien, ça nous permet d'établir des choses pour l'avenir. Fait que moi, je suis un fouilleur. Je peux me considérer comme ça. Je suis un chercheur. J'aime chercher. Je fais de l'histoire scientifique. Et puis, je travaille dans un musée. Je suis un peu un expert en patrimoine. Donc, l'historien va faire tout ça. La particularité que j'ai avec moi, l'avenue que j'ai décidé de prendre en histoire, c'est celui de l'historien public. Donc, une histoire qui va servir aux gens de la communauté. C'est une histoire qui est construite pour la communauté. Donc, de là, l'idée que je me suis vraiment spécialisé sur l'histoire d'Argenteuil, mon patelin à moi, comprendre qu'est-ce qu'il y a autour de nous, pourquoi c'est comme ça, pourquoi la rivière du Nord, elle est ici, pourquoi la rivière Rouge, elle est là, comment les gens sont venus s'établir ici, depuis quand qu'il y a des gens ici. C'est curieux, mais ça remonte à vraiment plus longtemps qu'on pense. Ah oui? Ouais. À combien? À 6000 ans avant aujourd'hui. OK. Quand même. Oui, quand même. On est dans la préhistoire là, de l'occupation amérindienne. À ce moment-là, on est dans la période archaïque ancienne. Donc, les gens se sont établis sur notre territoire à ces moments-là. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que les gens se sont établis ici? C'est qu'un jour, en fouillant la terre, des archéologues ont trouvé des artefacts, des outils, des petites choses comme ça, des restants de poterie, qui nous ont permis de comprendre que ces gens-là faisaient partie d'un grand mouvement de population ici, au Québec, là, puis ils se sont établis sur les terres d'Argenteuil à ces moments-là. Alors, dans 6000 ans, il y en a passé du monde ici. Oui. Et qu'est-ce qu'on sait sur ces premières personnes qui se sont établies ici? Probablement qu'ils étaient les premiers fermiers d'Argenteuil. Parce que certains ont cultivé la terre. Ce qu'on a découvert, ce sont des outils qui ont servi à la culture. La culture du maïs, probablement des maïs archaïques, là, ou des choses comme ça. Ensuite de ça, des haricots et tout ça. Et les Européens ont pris énormément des populations amérindiennes qui vivaient ici. Quand ils les ont rencontrés, quand il y a eu le premier contact, si ça n'avait pas été de leur aide, probablement qu'ils n'auraient jamais survécu ici. Le pays était aride. Très aride. On peut imaginer Argenteuil, c'est comme des arbres partout, des gros arbres. On pêchait le saumon dans la rivière du Nord. Alors, probablement que ces populations-là étaient des populations de pêcheurs-cueilleurs aussi, qui se promenaient sur le territoire, qui allaient du nord au sud. Évidemment, ils montaient dans le nord en hiver, puis ils redescendaient dans le sud en été. OK. Et là, on parle il y a 6000 ans de ça. 6000 ans avant aujourd'hui, oui. OK. Selon mes recherches à moi, les premières personnes qui avaient occupé le territoire ici, c'était au 17e siècle. Absolument, c'est ça, c'est curieux quand même. Oui. Ça, c'est la part d'histoire qu'on doit toujours construire. Tu sais, en histoire, on peut s'intéresser à ce qui a été écrit, mais moi, mon rôle à moi, c'est vraiment de fouiller encore plus loin, essayer de comprendre plus loin que ce qui a été rapporté par les chroniqueurs du 19e siècle ou encore les chroniqueurs du 20e siècle. Donc, un bon historien, c'est quelqu'un qui a quand même une curiosité. Absolument. C'est un enquêteur. Un enquêteur. C'est un enquêteur du passé. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Quand tu pars en enquête, un des problèmes qu'on a, c'est, écoute, tu sais, un historien aussi, ça peut être celui qui a écrit L'Art d'être bref en 14 volumes. Okay? Parce que tout est dans tout. Tout est à construire. Puis les récits changent selon les âges, selon les questions qu'on se pose. T'sais, un enquêteur va poser des questions, puis tes questions sont un peu le reflet de tes intérêts dans une époque donnée. Alors, l'historien du 19e siècle posait des questions de tel type, celui du 20e siècle d'un autre type, celui du 21e, autrement aussi. Alors, c'est des récits qui se construisent constamment à travers le temps. Ça, on appelle ça l'étude des anciens récits des historiens. On appelle ça de l'historiographie. OK. Ouais. Donc, on étudie comment les gens ont écrit l'histoire auparavant. OK. C'est intéressant aussi. Ben oui. Et quel genre de questions posez-vous en tant qu'historien du 21e siècle? Moi, je regarde le territoire. On a la chance aujourd'hui de pouvoir voir le territoire facilement d'en haut, ce que nos ancêtres n'avaient pas. Ils avaient un regard à ras le sol, comme on dit. Ou encore, on montait sur les promontoires, sur les montagnes, les monts et tout ça, puis on regardait un peu comment ça se déployait autour. Nous, on a la chance d'observer ça par télédétection, avec des drones, avec des avions, et tout est là pour comprendre à partir d'en haut. Puis c'est cette notion-là, moi, qui
qu'on a perdu à travers les âges, d'orientation, savoir que en prenant tel type de vallée, on sait qu'on va rencontrer tel genre de rivière, au-delà de telle rivière, il y a tel genre de lac, dans tel type de lac, il y a tel type de faune, il y a un poisson, il y a ci, il y a ça. Tu sais, tout ça, ça s'est comme un peu perdu parce que là, on est un peu on est à la merci de nos outils technologiques, puis on a perdu le sens de l'orientation, sans GPS, on s'y retrouve pas. Hein? Alors que nos ancêtres le savaient, eux. Ils montaient la montagne, puis ils savaient que derrière tel type de montagne, avec l'ensoleillement, on pouvait s'y installer. Prends l'exemple de la chute. OK? La chute, c'est pas construite autour de la rue principale au départ, quand les premiers arrivants se sont installés ici. Elle s'est construite de l'autre côté de la rivière, donc sur le flanc nord. Au flanc nord, qu'est-ce qu'on voit? On voit le début du bouclier laurentien, qui est ce qu'on appelait le bouclier canadien à l'époque. La roche la plus vieille de la planète Terre. Okay? Dans l'histoire géologique, cette roche-là fait partie de l'espace géologique le plus ancien sur la planète. Ici même. Ici même. Le bouclier canadien. Donc, c'est un immense continent qu'ils appelaient la Laurentia à l'époque. Au pied de cette montagne-là, il y a un espace entre la rivière et le massif rocailleux qui commence. Les gens se sont installés là. Pourquoi? Parce qu'il y avait le soleil en pleine face. L'ensoleillement du sud était là. Meilleur endroit pour avoir des cultures. Ils savaient que ces terres-là étaient des terres qui s'inondaient, donc il y avait probablement énormément d'eau dans ces terres-là, pouvait contenir l'eau. C'était une terre qui était un peu plus glaiseuse, bon pour la culture et tout ça. Alors, les premiers Américains qui sont arrivés ici en 1796 se sont installés de l'autre côté de la rivière. Okay. Nous, on vit au 21e siècle, puis on voit la rue principale, puis on a l'impression que la rue principale existe depuis toujours. D'où son nom. C'est ça. C'est une construction moderne. Oui. Voilà. OK. Et puis, quel genre de formation et compétences est-ce que vous avez reçues pour aller chercher toutes ces connaissances-là? Écoute, moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir avocat. Puis je voulais être un joueur de hockey puis un avocat. J'étais un peu un émule de Ken Dryden. Okay. C'était le gardien du Canadien à l'époque. Et puis je voulais faire comme lui. Je trouvais ça cool. Tu sais, être avocat. J'étais un peu gêné, mais j'avais de la gueule, comme on disait. Et quand je suis rentré à l'université, après le cégep, j'ai tiré mon cégep parce que je me suis mis à jouer au handball intercollégial. Puis là, j'ai eu une mononucléose, donc j'ai pas pu rentrer. Puis j'étais jeune. Moi, j'ai commencé le cégep à 15 ans. J'ai eu 16 ans à la fin du mois de septembre. C'est vrai que c'est jeune, ça? C'est très jeune. J'avais sauté ma 4e année au primaire. Fait que j'étais un petit vite. Wow. Je catchais tout vite. J'étais un petit hyperactif très vite. Okay. Et puis, quand je suis arrivé à l'université, j'ai retardé d'une session. Je suis rentré en janvier. Quand je suis rentré en janvier, il a fallu que je fasse une session d'entre-deux. Puis, je m'étais inscrit au cours d'histoire parce que j'aimais l'histoire. Et je tombe en amour. C'est à ce moment-là que vous avez eu la piqûre? Oui, c'est ça que j'ai eu la piqûre, mais c'était pas encore réglé en dedans de moi. Alors là, j'ai fait tous les examens d'entrée pour rentrer en droit. J'étais accepté à l'Université de Montréal, à l'Université de Sherbrooke. J'allais déjà à l'Université de Sherbrooke à ce moment-là. Et là, je suis allé faire un cours. Ça a réglé l'affaire. Un cours de droit? Un cours de droit, ça a été le seul cours de droit que j'ai fait. Okay. J'ai dit non, c'est fini. J'appelle ma mère, je dis là, c'est fini. Moi, mon histoire de droit, c'est fini. Je m'en vais en histoire. Je veux devenir historien. Wow! Là, j'avais 18 ans à ce moment-là. Et puis, j'ai cruisé à travers mon bac. J'ai fait mon bac. Ensuite de ça, j'ai commencé une maîtrise là-bas. J'ai fait 1 an et demi à Sherbrooke, ouais, où là, j'avais une spécialisation qui était plus dans l'histoire de la Nouvelle-Orléans. 1850, 1885. On parle de transfert des élites politiques dans la ville de Nouvelle-Orléans. On voulait savoir, est-ce qu'il y avait vraiment eu un changement avant, pendant et après la guerre de sécession sur la répartition ethnique des rôles politiques dans la ville. C'était super intéressant, mais on accouchait de quelque chose qu'on connaissait. Alors, j'ai embarqué là-dedans, j'ai eu 21 ans, puis là, ça m'a frappé, bang, en plein front. J'ai fait comme non. Ma crise d'adolescence a commencé à ce moment-là. Ah oui, un petit peu en retard. Là, je suis parti. Là, je dis, là, je m'en vais. Je retourne à Montréal. Je suis parti de Sherbrooke. J'ai arrêté. J'ai pas écrit ma thèse de maîtrise à ce moment-là. Puis là, je suis parti. Je suis arrivé à Montréal. Je suis parti à voyager. J'ai voyagé aux États-Unis, le Mexique et tout ça. Puis quand je suis revenu parce que je m'ennuyais de chez nous. Et puis là, j'ai parti mon band. OK. Est-ce que cette passion pour l'histoire vous a accompagné durant vos voyages aussi? Toujours, oui, parce que quand j'ai fait le voyage au Mexique, tous mes points de rencontre, c'était là où les Amérindiens vivaient.
Okay. C'était là où les Aztèques ont vécu. Je me suis promené de Poza Rica à Teotihuacan, à Tenochtitlan, ensuite de ça à Monte Alban. J'ai vu partout où il y avait des pyramides anciennes. Okay. Ça faisait partie de ce voyage-là que je voulais faire. J'étais parti avec un de mes frères, puis on était en Westphalia, on a passé 3 mois. C'était vraiment extraordinaire. Tu sais. Ben, à ce moment-là, je cherchais quelle était l'avenue. Là, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire de la poésie, je me suis mis à écrire de la prose. Puis à un moment donné, l'idée de la chanson m'est venue. C'est là que j'ai commencé dans la chanson. Ouais. Ouais. Je sais que vous avez joué au Centre Bell à un moment donné, c'est ça? Oui. Comment vous en êtes arrivé là? Écoute, c'est long, ça a pris... On a commencé à jouer ensemble en 1990 quand on a formé le band, puis on a joué en 2006. Donc 16 ans d'histoire. Comment on est arrivé là? Probablement par obstination, je te dirais, persévérance, parce que c'était pas un milieu facile. Au moment où on est parti dans la musique, il y avait pas énormément de plateformes sur lesquelles on pouvait jouer. Au Québec, il y avait une compagnie québécoise qui signait des artistes québécois. C'était Audiogramme à ce moment-là. On avait une compagnie de distribution qui s'appelait Cargo Records, qui distribuait autant de l'anglophone qu'un petit peu de francophone. Moi, on a commencé, nous, à jouer sur le plateau de Montréal au même moment que les colocs. Alors, c'était des amis, on se partageait la scène. Là, eux commençaient, nous autres, on finissait, ou nous commencions, puis eux finissaient. Et puis, les deux, on travaillait sur un contrat. On essayait d'avoir un contrat de 10 parce qu'on avait tous les deux groupes des albums en main. Eux ont signé à ce moment-là avec BMG. Nous, on avait approché Warner, on était assis avec Léonard. C'est quand même des gros noms, c'est ça, des BMG, gros noms, Warner. Ouais. Puis, tu sais, avec Warner, avec Léonard, tout était avec l'agent de relation qu'on avait là, qu'on connaissait, c'était sur le point de se faire, puis lui, il a perdu sa job. Ah. Alors, nous, on a dû se revirer de bord. On a dit, on va lancer à compte d'auteur. Alors, on a lancé Henri 1 en 94 à compte d'auteur. On a rempli le Club Soda au complet, un autobus de la chute qui est descendu à Montréal. 53 personnes sur le party vous soutenir, pour vous encourager. Club Soda était plein, il y avait 400 personnes. C'était vraiment nice. On avait dit à ce moment-là, on va commencer le show à 21h37. Uh-huh. On avait mis un cadran sur la scène. 36 à 37 dans le noir, pack, ça a parti, le show a parti. Puis écoute, ça a été une histoire d'amour entre les gens qui nous ont suivis tout ce temps-là. Donc, 94, un album, 96, un autre. 98, là, on avait signé un contrat de disque avec MPV Records, qui, eux, avaient dans leur écurie Groovy Aardvark puis Noir Silence. Noir Silence a fait flop de même. Nous, on a périclité dans l'underground. On jouait beaucoup CIBL, CISM à Montréal. On tapait des numéros 1 à chaque fois qu'on sortait un album. C'était vraiment cool. On avait un bon follow-up à Montréal, puis en région. Puis on s'est mis à jouer en région aussi. Puis des fois, nos vieux chums des colocs nous appelaient. On a besoin d'une première partie ici et là, tu sais. Fait qu'on allait avec eux. On a joué, avec quasiment tout le monde. Jean Leloup, Vilain Pingouin à ce moment-là. Puis c'est un beau vote de confiance, ça, se faire appeler par les colocs. Oui, absolument. Ben, c'était des chums. On était des chums. Quand nous, il nous manquait un drummer, c'est Jimmy Bourgoin qui venait drummer pour nous autres. Puis quand, des fois, Pat Esposito Napoli, ça il tentait de venir jouer dans un band plus rock, ben, il débarquait avec son harmonica puis il venait jouer avec nous autres. C'était vraiment cool. Oui. On avait vraiment une belle petite gang. Mon oncle Serge, c'était un ami personnel. Alors, puis les collaborations ont continué par la suite. Fait que, suite à ça, en 98, on a fait le Parc Maisonneuve. Okay. Pour la Saint-Jean-Baptiste. On a joué devant 100 000 personnes à ce moment-là. Nous, on avait la tâche de réchauffer la salle pour le show télé. Okay. On a joué de 8 à 9 heures. On a joué 1 heure complet. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Écoute, il y avait... Tu vois le Parc Maisonneuve, la grande allée là, sur le bord du stade olympique. On voyait le stade olympique. C'était incroyable. Les drapeaux de patriotes, les drapeaux du Québec, tout. Les gens répondaient, c'était hardy, ça répondait, c'était incroyable. Est-ce que les gens vous connaissaient dans l'audience? Oui, parce que on tournait à Musique Plus, on avait une vidéo, on avait investi beaucoup d'argent dans des vidéos et tout ça. On avait notre 3e album qui venait de sortir, puis les gens commençaient à nous connaître à Montréal. Mais nous, on était en dessous, on jouait pas à C'est quoi FM. Okay. On passait pas la rampe. On était soit trop folklorique pour être rock, ou on était trop rock pour être folklorique.
folkloriques. On avait des idées qui étaient plus indépendantistes aussi. On affirmait, tu sais, on était au devant de la scène en 95 pendant le référendum. On était là, bon, voilà. Fait que peut-être que ça nous a coupé des portes. Le fait ouvertement, on disait qu'on était, bon, souverainiste et tout ça. C'est certain que ça a coupé des portes avec Musique Plus parce que tout était dirigé vers Toronto, tu comprends, dans ces temps-là. 98, on sort cet album-là, puis là, on dit, on pogne une chicane avec notre compagnie de disques. Ils voulaient pas sortir notre 3e album. On a dit, c'est toutes des hits qu'on a, organise-toi pour les faire passer. Ça fait que là, on a connu une traversée du désert. 98 à 2004, jusqu'à temps qu'on puisse se libérer. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a joué, on a ramassé nos sous, on a composé des tunes, on n'a jamais arrêté, puis on a bûché, on a ramassé 15 000 $ pour se sortir d'un contrat qui avait juste pas de bon sens. Donc, on a payé ça, on a ramené toutes nos affaires, tous nos droits, toutes nos éditions. On a tout ramené avec nous. Puis là, à un moment donné, il nous attendait au sortir de cette belle traversée-là, Claude Larrivée avec La Tribu. Puis eux, ils nous ont offert un contrat dans lequel on était vraiment bien. Donc, un contrat en licence où nous, on était producteurs. Donc, ça nous laissait tous les coups des franches au niveau des chansons. Puis eux s'occupaient de présenter le produit puis de distribuer le produit. Fait que, en tombant avec La Tribu, ils avaient signé les Cowboys Fringants. Alors, on a commencé à s'acoquiner avec eux, les Cowboys. Les Cowboys nous ont emmenés dans des premières parties un peu partout. Puis de là, à un moment donné, est arrivé ce show-là en 2006, au mois de décembre 2006, où on s'est retrouvés au Centre Bell. Donc, tous ces événements, ça a commencé quand vous aviez 21 ans et que vous avez décidé de mettre pause sur votre maîtrise. Et puis, ça a duré pendant combien d'années? Ben, ça dure encore. Ah, ça dure encore? Ça dure encore, okay. Oui. Ben, ma crise d'adolescence a arrêté autour de 40 ans, je te dirais. Ben, là, puis oui, avec le groupe, ça dure encore. On est encore là, on joue encore. Justement, on va faire un spectacle prochainement ici à La Chute. Là. Vous avez dû prendre une pause à un moment donné pour vous reconcentrer sur l'histoire? Oh non, avec le groupe, on n'a jamais arrêté. Écoute, ça fait 30 ans, 31 ans là, cette année qu'on est ensemble puis qu'on joue. Puis regarde, justement, on fait un show prochainement là, le 12 novembre ici à La Chute. Là. Avec la pandémie, ça nous a retardé un peu dans nos projets parce que on a sorti un album en 2009, le dernier album, puis là, on est en composition. On va présenter des nouvelles chansons pendant ce spectacle-là et tout ça. Ah non, j'ai jamais arrêté. Jamais arrêté la musique. Ah non, ça fait partie de moi. Écoute, moi, j'étais un petit gars tranquille, OK? Mais quand j'arrive sur scène, c'est comme le volcan qui explose, là. J'ai besoin de cet exutoire-là. C'est vraiment un exutoire extraordinaire, là. Ça m'est venu, ben ça. J'étais allé au Forum de Montréal voir Midnight Oil. Puis Pete Garrett, le chanteur de Midnight Oil, c'est tout un performeur. Moi, j'ai dit, moi, si je fais de la musique, ça va être ça. Puis le lendemain, j'étais allé voir un autre show au Spectrum, puis là, j'avais vu Johnny Rotten, l'ancien chanteur des Sex Pistols, qui jouait dans un band qui s'appelait PIL. Puis là, je l'ai vu aller, j'ai dit, là, j'ai trouvé ma quintessence. C'est ça, puis ça plus ça, c'est ce que je vais devenir sur scène. Puis comment vous avez trouvé des personnes qui pensaient comme vous ou qui avaient la même vision de la musique? De campagne, on vivait ici, puis après ça, c'était des concours de circonstances aussi. On a parti le band, moi puis Francis Lépine, ici à La Chute, puis ensuite de ça, avec 2-3 autres boys, on est allé à Montréal, on a rencontré Stéphane Arsenault, j'ai rencontré Stéphane Arsenault à la base, puis là, nous, on s'est super bien entendus. J'ai dit, montre-moi la musique, il m'a dit, montre-moi des mots, fait qu'on s'est fait un échange, il m'a fait un contrat d'usage comme ça. J'y ai appris à parler parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer comme il voulait, puis moi, j'avais pas la musique. Je dis, montre-moi la musique, puis fait qu'on s'est échangé comme ça. C'est comme ça on est resté ensemble. Oui. Donc, un duo complémentaire. Oui, c'est ça. Puis après ça, on a rencontré Daniel Gagné à Montréal dans une petite annonce, drummer solide qui joue du rock. Fait qu'on l'a appelé, puis on s'est entendu. Ça fait comme pouc. Rosaire Légaré, la même chose. Lui, il était à Saint-Colomban. C'était un chum il est en train d'enregistrer un album pour les colocs, puis on a débarqué chez eux, puis là, il a dit, moi, je vous aime, j'aimerais ça jouer de l'orgue parce que j'étais un organiste, un pianiste, fait qu'il a embarqué avec nous autres, il a appris à jouer de l'accordéon pour faire ça. Fait que c'est de fil en aiguille de même. Ça a toujours été des Vous êtes la même gang depuis le début? Non, pas depuis le début. Rosaire a pris sa retraite, Francis est décédé. Ensuite de ça, Tilou, qui était le guitariste qui l'avait remplacé aussi, il a pris sa retraite. Ensuite de ça, là, on les a remplacés. On a d'autres musiciens avec nous autres. Mais ils ont toujours gravité autour du band. Ça a toujours été des chums qui étaient autour du band, qui avaient le goût de jouer dans ce groupe-là. Mais l'histoire et la musique, c'est vraiment deux
grande passion, Oui. mais c'est des passions distinctes. Donc, comment vous avez fait pour diviser votre temps? Tu sais, au départ, quand je me suis mis à écrire des chansons, j'ai raconté l'histoire à travers les chansons, tu vois? Fait que tout est dans tout. Hein? Certaines chansons parlent du passé de notre peuple, notre pays, tout ça. Donc, je me suis accroché à ça. Ça a été mon canal qui m'a ramené à l'histoire, dans le fond. Et quand je suis parti de l'université, j'avais le goût de faire un projet. À ce moment-là, je voulais faire, il y avait un projet d'études qui se donnait en maîtrise à l'Université de San Diego. Ça s'appelait la Public History. OK. L'historien public. Tu comprends? C'était en 1986. OK. Et là, quand j'ai décidé de partir, il me manquait une affaire comme 14 000 $ américains. Quand même, pour faire le projet. Fait que je me suis retenu, je suis pas allé. Mais c'est ce programme-là, il venait me rejoindre dans ce que je voulais faire. Dans ces temps-là, j'avais pas d'intérêt à raconter, tu sais, à faire l'histoire de mon... J'avais parlé à mes profs d'université de cette avenue-là que je voulais développer sur l'histoire d'Argenteuil. OK? On avait un musée qui était ouvert chez nous. J'y allais pas, mais j'avais le goût de m'impliquer dans ça. Mais je l'ai pas fait parce que, bon, je me suis lancé dans la musique, puis avec la musique, ben ça comblait ce vide-là. Fait en n'ayant pas fait ce projet-là, c'est pour ça que là, je me suis tourné vers la poésie, vers la prose et tout ça. J'ai même écrit un recueil de poésie que j'ai jamais publié, qui est dans mes affaires depuis 98-99. Est-ce que vous songez souvent, oui, comme un recueil de chansons. Tu sais, mes chansons, tous les textes, j'ai une centaine de chansons décrites, ce qui ferait quand même un beau petit livre, là, tu sais. Éventuellement, on dirait que c'est toutes ces affaires-là, je garde ça pour mes vieux jours. Tu comprends? Ouais. C'est ça qui est drôle. Je suis pas un gars pressé, moi. Fait que, la musique m'a permis de vivre de l'histoire pareille. Tu sais, j'ai jamais arrêté de lire dans l'histoire, de faire des recherches et tout ça. Vraiment, c'est comme si dans ma tête, tout était pas à la bonne place. Et avec la musique... Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à la bonne place, c'est-à-dire que j'avais pas trouvé l'angle dans lequel je voulais me situer. Okay. Tu sais, à un moment donné, c'est une question de déclic. Là, je me suis mis à utiliser le conte pour présenter mes chansons. Donc, des fois, c'était des affaires qui étaient scriptées. D'autres fois, c'était de l'improvisation. Des personnages sont arrivés, raconter, bon, l'histoire de Tipper Lapointe, où j'improvisais sur ses mésaventures, puis son désir de devenir le plus grand ivrogne de toute l'humanité. Tu vois, genre. Fait que là, c'était du conte. Là, je rencontre à un moment donné Jean-Marc... Est-ce que le conte, ça se base seulement sur des faits réels, ou est-ce qu'on peut ajouter... c'est dans l'imaginaire. C'est tout dans l'imaginaire. Oui, puis Okay. c'est dans les faits réels aussi. Tu sais, je prends le personnage, puis là, je le caricaturise, puis je m'amuse avec. OK. Je suis arrivé à ça aujourd'hui, mais à l'époque, je n'étais pas trop sûr de ce que je faisais. Tu sais, j'y allais par instinct peu. Un jour, en 94-95, je rencontre Jean-Marc Massy, qui est celui qui était le fondateur des Dimanches du Conte à Montréal au Sergent Recruteur. OK? Puis lui, il a lancé les Dimanches du Conte. Et puis, il vient me voir, puis il me dit, Robert, il dit, on fait le lancement des dimanches, je veux que tu sois là. Je veux que tu viennes raconter tes histoires aux gens, parce que tu es un conteur. Je dis, ben non, je suis pas un conteur. Écoute, je venais d'aller voir un show de Michel Faubert, qui est pour moi le plus grand conteur du Québec, tu sais, puis je venais d'aller voir son show, je dis, non, j'ai pas cet environnement-là. Il dit, oui, t'es un conteur à ta manière, puis j'aimerais ça que tu viennes faire ta manière. Alors, je dis, OK, j'hésite, je dis, peut-être, je sais pas. Finalement, je suis pas allé. C'est comme chicken out, tu sais, j'ai eu la chienne d'y aller pour faire du conte, à ce moment-là. Est-ce que c'est parce que vous ne... J'étais insécure. OK. C'était vraiment de l'insécurité. Écoute, tu sais, les premiers spectacles, moi, j'étais pas dans mon élément. Ça m'a demandé énormément de travail. J'étais un petit gars gêné. Là, j'arrivais sur scène, je voulais prendre la scène et tout ça. Je vivais, tu sais, ça me pognait par en dedans, OK? C'était un peu difficile à faire. Puis, là, je disais, non, ça va être trop. Ça va être trop pour moi jouer sur les deux tableaux. J'avais peur de me perdre dans ça. Ça fait que j'ai canalisé principalement dans la musique. Mm-hmm. Tu vois? J'ai amené ça, mais j'ai toujours transporté avec moi le conte. OK? Puis là, ça a pris du temps avant que je réalise que je suis un raconteur. Tu sais, moi, je suis un raconteur d'histoire. Là. Fait que c'est ça. C'est quand même intéressant qu'il y ait quelqu'un qui a vu ça en vous avant que vous le reconnaissiez vous-même. Et un jour, je reçois un coup de téléphone, puis c'est Jean-Marc Massy qui m'appelle, puis qui me dit, Robert,
Je veux t'avoir au dimanche du compte. Là, tu fais du compte. Là, tu es un compteur. Là, tu me dois de venir. Et puis, je suis allé. Écoute, c'était tellement génial de voir ce vieux chum-là. Ça faisait quoi, 20 ans que je l'avais pas vu, 20 ou 22 ans que je l'avais pas vu, puis on s'est revus, puis je suis tellement content que tu viennes, puis c'est donc bien cool que t'aies décidé d'enclencher ce côté-là de toi, tu sais. Est-ce que vous vous rappelez du premier conte que vous avez partagé? Oui. Okay. Oui, c'était un conte de Michel Faubert. J'avais fait ça dans une école. Puis, j'ai appris la mécanique, la gymnastique, de tac, 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 les points clés dans l'affaire. Puis, c'était tellement naturel. Ça devenait tout à fait naturel, tu sais. Alors, là, aujourd'hui, ben, c'est ça. Je m'amuse dans ça. Oui. Donc, quand est-ce que vous avez rejoint l'histoire au conte? Ça a pris un accident. Je travaillais pendant autour de 2008. L'hiver 2008, le chum de ma mère est décédé. Et puis, ça m'a rentré dedans. C'était comme son troisième mari, tu sais. Puis, c'était le père que je voulais. Tu sais, j'avais un intellectuel, je m'entendais super bien avec. Bon, il est décédé, il avait besoin d'une greffe de foie, puis il est décédé, il était jeune, il avait 61 ans. Et puis là, j'ai continué à travailler parce que, bon, les enfants, la famille, je suis rentré travailler, j'étais pas là du tout. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé ce qui devait arriver, j'ai marché dans le vide. Je suis vraiment tombé. D'un étage à un autre, j'ai eu la hanche fracturée, le genou déboîté, j'ai eu 4 opérations dans le genou pour être capable de remarcher comme il faut sans tomber. J'ai eu une pine dans la hanche et tout ça. Ça a pris une réadaptation qui a duré 2008 à 2012 à peu près. 4 ans. 4 ans d'opération, d'essai, de revenir en arrière. Non, jusqu'au jour, à un moment donné, j'étais avec un docteur, un orthopédiste à Saint-Jérôme qui me présentait un orthopédiste à Montréal qui travaillait sur une nouvelle manière de réparer l'intérieur du genou. Moi, quand ça a tombé, là, tous les cartilages dans le genou ont comme éclaté. Alors, j'ai eu une méniscopie, ensuite de ça. J'avais un trou à peu près gros comme ça, là, dans le genou ici, en haut, dans le col fémoral. Fait que ça, j'avais aucune stabilité dans mon genou. Là, je rencontre le docteur Patrick Lavigne, qui avait travaillé avec des joueurs du Canadien, puis lui, il me dit, je vais t'organiser ça, on va aller vers ça. Fait qu'il a fait cette opération-là pour me permettre de patiner, de marcher et tout ça. Puis en même temps, ben à ce moment-là, j'avais une compensation avec une assurance, puis là, on a regardé vers, OK, tu ne pourras plus jamais travailler dans la construction parce que ta jambe ne te permettra pas de faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Travailler dans la construction? Moi, j'étais charpentier menuisier. J'avais appris le métier de mon père. Oui, okay. C'était le métier de mon père. Mais dans le fond, c'était le deuxième mari de ma mère. Puis, moi, pendant que je faisais de la musique, je travaillais dans la construction. C'était ça. Je bâtissais le rêve des autres. C'était comme ça que j'avais mis ça. Vraiment, là, la maison, c'était pas ma maison à moi, c'était la maison des autres. Je bâtissais le rêve des autres. Je travaillais avec un de mes frères. J'aimais ça. J'ai fait ça pendant 25 ans. Jusqu'à temps que je tombe. Puis quand je suis tombé, là, j'avais quoi, 44 ans quand c'est arrivé. Et là, j'ai dû revoir tout vers où je m'en allais. Et là, j'ai mentionné c'était un orienteur que j'avais rencontré. Je dis, écoute, moi, j'ai déjà fait un bac en histoire. J'ai, une scolarité de maîtrise. Je pense que je pourrais retourner vers l'histoire. Au même moment, à peu près dans le même temps, il y a des gens ici qui m'ont approché pour faire des petites études sur l'histoire parce qu'ils savaient que je faisais ça. Puis là, j'avais ouvert cette voie-là. Je disais, tu sais, moi, je suis historien, je pourrais peut-être faire quelque chose. Et là, j'ai fait un documentaire avec une fille ici à la télé communautaire, avec Eugénie Aymon. On a fait une recherche sur la Ayers. On a fait un documentaire sur la filature Ayers. Je travaillais pour la compagnie Ayers aussi, à ramasser des informations et tout ça. Fait que j'avais commencé à faire tranquillement mon travail d'histoire quand j'ai proposé à l'orienteur, je dis, je vais retourner à l'université. J'avais rencontré Gérard Baudet aussi, qui est un urbaniste à Montréal. Puis, dans une entrevue qu'on faisait, dans un documentaire. Puis là, sur la gare de la Chute. Et puis là, il m'a dit, lis ce livre-là, puis appelle-moi si ça t'intéresse. Il m'a passé un livre, ça s'appelle Québec, forme d'établissement de Gilles Richot. Okay. Gilles Richot, c'est un des penseurs de la géographie structurale. Ce que je t'expliquais tantôt, le territoire, comment regarder le territoire, comment le territoire se développe et tout ça. C'est venu me parler. Son livre est venu me parler. Fait que là, j'ai appelé Gérard Baudet, je lui ai dit, écoute, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aimerais ça faire un programme de maîtrise.
sur le déploiement. Puis là, j'ai pensé à mon affaire. J'ai dit, je veux faire ça sur le déploiement des populations dans le comté d'Argenteuil, sur mon territoire à moi, que je commençais à connaître de plus en plus parce que j'étais de plus en plus impliqué dans l'histoire ici. Donc ça, c'est une thèse différente de celle que vous aviez différente de ce que j'avais fait. Oui, okay. C'est ça. Et là, il a accepté. Elle dit, parfait, il dit, on va te mettre en relation avec un prof d'histoire à l'Université de Montréal. Là, j'ai rencontré Christian Dessureau, puis j'ai parlé de mon projet. Fait que les deux sont devenus un peu mes directeurs de thèse. C'était une thèse conjointe entre l'urbanisme, aménagement et puis le département d'histoire. J'ai fait ça de 2012 à 2014. Fait qu'en 2014, j'étais en train d'écrire mon papier. J'étais à 85%. C'est quand même récent, ça, 2014. Oui, oui. C'est ça. J'étais en train de finir d'écrire mon papier. J'étais rendu à 85% de la thèse terminée. Et puis, ça s'appelait Argenteuil, déploiement des populations sur le territoire d'Argenteuil et tout ça. Avec toute une théorie derrière ça qui ramenait les bases de la géographie structurale, qui dit que le territoire, il est... dans le fond, il est imbibé d'une forme anthropologique culturelle. C'est-à-dire que les gens se sont toujours établis à certains endroits. Ils ont toujours valorisé certaines positions en fonction de tels mouvements, en fonction des vallées, en fonction des montagnes et tout ça. Et moi, dans ma théorie, je disais que le Lonceau, c'était une porte d'entrée. C'était comme une espèce de verrou. Qui contrôle le Lonceau contrôle à peu près tout ce qui se passe dans la vallée du Saint-Laurent. Okay. Et tout ce qui se passe au-delà dans les pays d'en haut. Okay. Puis on l'a vu dans notre histoire, nous, avec les fameuses batailles de l'Or des Ormeaux. Ensuite de ça, avec tout le système de canalisation. Ensuite de ça, avec le barrage qui est venu faire clac. Qui fait qu'aujourd'hui, bon, toutes les terres sur le bord du Lonceau, c'est des positions qui sont hyper valorisées. Hein? Donc, voilà. Fait que j'ai pas terminé ma thèse. J'ai manqué de temps. Ah, OK. Ouais. J'ai manqué de temps, j'ai manqué d'argent. Il a fallu que je recommence à travailler à ce moment-là, en 2014. OK. Alors, le projet qui devait durer 2 ans, c'est pas terminé. Vous savez, j'ai eu un autre accident. J'ai eu un accident en char. J'ai fait une commotion cérébrale à ce moment-là, puis j'ai eu un trouble de concentration pendant à peu près 6 mois. 6 mois, là, où j'étais pas capable de lire. Tout devenait flou. Pour un historien. C'est justement ça que j'allais dire. Pour un historien, ça, c'est pas facile. Ça m'a pas empêché de penser, par exemple. OK. Puis, est-ce que vos pensées vous ont mené quelque part en particulier? Ah, absolument. Absolument. Et tout ce temps-là que j'ai réfléchi. Je continue à travailler sur des projets aussi parce qu'on avait enclenché, un autre documentaire, comme j'ai dit, sur la gare, avec la télé communautaire, avec mon ami Maxime Hébert, qui est ici à la Chute. Ensuite de ça, je me suis mis à travailler sur un immense projet ici, un inventaire des cimetières et lieux de sépulture dans la MRC d'Argenteuil, où là, on a recensé 57 lieux de sépulture au cimetière, là, cimetières de communauté, cimetières familiaux et tout ça. Ça, cette étude-là m'a permis de comprendre du nord au sud, d'est en ouest, chacun des raccoins d'Argenteuil. Parce que j'ai raconté l'histoire de chacun de ces raccoins-là. C'était un peu le premier livre que j'ai écrit. Puis tout ça, je faisais ça en même temps, là, en parallèle de la thèse que j'étais en train d'écrire. Moi, je suis vraiment un hyperactif. Un hyperactif qui a déjà vécu une commotion cérébrale, un accident ou c'est votre genou, c'est ça, le genou, la hanche et tout ça. La vie vous a forcé un petit peu à ralentir. Dans ces temps-là, mais écoute, ça m'a pas empêché de m'impliquer parce que je me suis impliqué puis je me suis engagé là. Moi, je me suis engagé dans le sport avec mes enfants comme entraîneur. Ensuite de ça, comme coach des coachs. Là, aujourd'hui, je suis un coach des coachs. Là, je me suis engagé dans un programme d'enseignement qu'on appelle la MAG, la méthode d'apprentissage du hockey sur glace. Puis encore aujourd'hui, je fais 12 à 14 heures de glace par semaine où je montre aux entraîneurs les bonnes pratiques pour coacher les enfants. C'est beaucoup de passion que vous avez quand même. Ben oui, oui. Je suis pas unidimensionnel. Non, pas du tout, pas du tout. Puis c'est pas des choses nécessairement qui se rejoignent. Ouais, t'as raison. Peut-être que vous trouvez une façon de les connecter, mais à prime abord, je ne dirais pas que le hockey, la chanson, l'histoire, la construction, c'est... à un moment donné, ça devient tout de l'enseignement pour moi. OK. C'est un peu comme ça que je le vois à cette heure. J'enseigne. Oui. J'enseigne, puis je transmets une passion. Alors... Puis c'est justement de l'enseignement que vous avez fait en quelque sorte durant les derniers épisodes pour les rendez-vous biblio, l'enseignement de l'histoire par rapport à la ville d'Argenteuil. J'avais un petit quiz pour vous, si ça vous dérange pas. Je pense que vous allez avoir toutes les réponses, mais on va s'amuser.
Combien de municipalités peut-on compter dans la MRC d'Argenteuil? Aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui. On en compte 9. 9. Est-ce que vous connaissez les noms? Ben oui, absolument. Allez-y. Si on part du nord, OK? Nord-ouest, on a le canton de Harrington. Ensuite de ça, on a le canton de Wentworth. On a Gore, hein? Gore qui se trouve être... Est-ce que tu connais la signification du mot Gore? Gore en anglais, oui. C'est un film d'horreur, oui. Hein? Non, mais c'est pas ça. C'est pas un film d'horreur, Gore. C'est un lot de terre non concédé. C'est ce que ça veut dire. Dans le fond, c'était des terres qui appartenaient à la couronne, qui n'étaient pas concédées, qu'on a appelé le Gore de Chatham au départ. Puis c'est resté le Gore, le canton de Gore. OK. Alors, voilà. Donc, c'est le canton des terres non concédées. OK. Ouais, voilà. Après ça, après Gore, on descend vers le sud, on a la Chute. Ensuite de ça, on a Brownsburg-Chatham. On s'en va vers l'ouest, Grenville-sur-la-Rouge, Grenville. Et ensuite de ça, vers le sud, on a Saint-André-d'Argenteuil. Puis là, j'en ai oublié un dans le nord, dans le nord-est, Mille-Îles. Voilà. Bravo. Bravo. Puis, quelle est la population actuelle de la MRC d'Argenteuil? Oh, ça doit avoisiner les 32-33 000. Hein? C'est exactement ça. Oui, ça. bravo. Bon. Et qui est Charles-Joseph d'Ailleboust des Mussaux? D'Ailleboust des Mussaux, c'est le premier seigneur d'Argenteuil, hein, qui a reçu la seigneurie des mains de lui-même en personne. Frontenac, Charles de Buade. Hein? Oui. C'était un ami de Frontenac. Des Mussaux venaient de la région d'Argenteuil, en France. Donc, c'est pour ça qu'ils ont probablement donné le nom à la seigneurie d'Argenteuil. Puis la seigneurie d'Argenteuil, à ce moment-là, c'était la rue Amford, qui est juste de l'autre côté du pont. OK? Ensuite de ça, le camp Bourbonnière, à l'est, la rue Amford à l'ouest. Au sud, Saint-André-Est, la rivière des Outaouais. Et au nord, le lac Sir John. OK. Voilà. Et puis, quand est-ce que la MRC d'Argenteuil a été créée? Ah ben là, tu m'en poses une bonne, parce que moi, je suis pas vraiment un spécialiste de l'histoire récente, mais je vais prendre une chance. OK. OK? 1983. C'est exactement ça, en janvier 1983. C'est excellent. Bon, ben, vous avez eu 5 sur 5. C'est parfait. Oui. Donc, quand on parle de l'histoire d'Argenteuil, votre spécialité, disons, c'est quoi? Surtout l'histoire ancienne. OK. Ouais, surtout l'histoire ancienne, du moins jusqu'au temps où on a développé l'industrialisation ici, jusqu'à l'arrivée du chemin de fer. Oui, puis ensuite de ça, un petit peu plus en montant là, 20e siècle, au début du 20e siècle. Pour ce qui est de l'histoire récente, je m'y suis moins intéressé parce que, bon, il y a eu des chroniqueurs qui ont passé ici, qui ont écrit beaucoup, puis qui ont vécu ces événements-là. Par contre, avec le travail que j'ai fait en histoire avec le Musée régional d'Argenteuil, les expositions qu'on a construites, on s'est intéressé dans les dernières années à tout un pan de l'histoire qui était moins sexy, hein, c'est l'histoire industrielle. Okay. Donc, raconter l'histoire de la Ayers, de la filature Ayers. Ensuite de ça, raconter l'histoire de la CIL, la CXA, qui est aujourd'hui Orica. Hein, on a fait une grosse exposition là-dessus. Ça m'a permis de comprendre beaucoup d'autres choses sur notre territoire. Comment ça s'est vécu au 20e siècle, début du 20e siècle jusqu'à la guerre. Hein. Fait, quand on regarde, on pense à la CIL à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, il y a comme une option qui s'est ouverte à côté qu'on appelait la Defense Industries Limited. Eux se sont installés là. C'était vraiment l'industrie de guerre. On produisait 120 millions de cartouches de 303 par année. 120 millions par année qui sortaient de là. C'est incroyable. Alors, ils ont participé à l'effort de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout ça s'en allait en Angleterre pour fournir des munitions là, à l'armée canadienne puis à l'armée britannique dans ces temps-là. Alors, j'ai compris que, tu sais, nous, dans Argenteuil, on a vraiment fait l'effort. C'est cet effort de guerre-là, au 20e siècle, là, c'est fait autant dans la première que dans la deuxième. Puis quand on a fait des célébrations, je me rappelle, une année, on avait célébré la bataille de Vimy, et puis en 2018, j'avais fait une recherche sur la Première Guerre mondiale, comprendre le nombre de personnes qui sont parties d'Argenteuil pour aller se battre en Europe, qui sont venus, ceux qui sont pas revenus. Puis ce qui m'avait le plus touché... Est-ce qu'il y en a qui sont encore vivants? Non, pas de la Première Guerre. De la deuxième? Non, mais de la deuxième, oui. Il doit y en avoir encore qui sont vivants. Je les ai pas rencontrés personnellement. J'aimerais ça, tu sais, mais j'en ai rencontré quand j'ai fait le documentaire sur la Ayers. Il y avait 2 personnes qu'on avait interviewées qui m'ont parlé de la guerre. Puis une affaire bien touchante. C'était avec Maurice.
il m'a parlé de choses qu'il n'avait jamais racontées à ses enfants, ni à sa femme, ni à ses petits-enfants. Des choses qu'il a vécues durant la pendant guerre. la guerre. C'est ce qui est bon, de voir des amis avec qui il était, pas revenir, pas se relever. De voir quelqu'un avec qui il avait jasé, ne pas se relever. Tout ça, ça l'avait vraiment profondément marqué à l'intérieur. Puis il s'était fermé comme une huître. Puis il n'avait pas le goût d'en parler. Il est arrivé ici, il a fondé famille, il a travaillé pour l'Ayers. Ils travaillaient à 13 cents de l'heure. Ils sont achetés un terrain à 200 piastres. Puis ils sont construits une maison, lui puis sa femme. Puis ils ont élevé leur enfant en travaillant là sans jamais parler de ça. T'sais. Moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'est que les jeunes qui partaient d'Argenteuil pour aller se battre de l'autre côté, et ils avaient l'âge... Oh. ça me touche, c'est vraiment... Ben oui, ils avaient l'âge de mes enfants, tu sais. C'est ça. Ouais. Oui. Fait que c'était des tout jeunes, 17, 18 ans, 16 ans même. Certains trichaient pour y aller, puis ils sont pas revenus. Ils trichaient pour y aller? Ouais. Ah oui? Ouais. Pourtant, je sais pas, peut-être que on dirait que la mentalité d'aujourd'hui est différente. On voudrait pas tricher pour aller faire la guerre. C'est ça, il voulait faire, il voulait partir, il voulait sortir, il voulait y aller, absolument. T'sais. C'était quoi la motivation derrière ça? C'était de contribuer, Tu sais, puis dans ce temps-là, peut-être que, tu sais, la façon dont le monde était pensé, oui, il y avait des bons, il y avait des méchants. Oui. Hein, tu sais, on vivait dans ce type de monde-là. Aujourd'hui, on est plus dans un monde où toutes les couleurs sont possibles. On sait plus qui est bon, qui est méchant, là. Oui. On est plus capable de nuances, peut-être. De nuances, c'est ça. Alors ça m'avait profondément touché à ce moment-là, tu sais, qu'ils avaient l'âge de mes enfants. Ben oui. Ouais. Et puis, en tant qu'expert, disons, de l'histoire ancienne d'Argenteuil, quelles sont les grandes lignes que selon vous, les gens devraient savoir au sujet de... Ce qu'ils devraient se rappeler, wow! La première chose, tout est changé. Ce qu'on pense qui est naturel ne l'est pas. C'est-à-dire? Shrewsbury, le nord de Gore, Scotch Road, le chemin des Écossais. On pense que cette forêt-là, c'est la forêt ancienne. Au contraire, ces terres-là étaient cultivées en 1920. Ils ont été cultivés pendant 80 ans. De 1840 à 1920. C'est incroyable. Les gens, après ça, ont déserté la terre. La nature a repris ses droits. La nature est redevenue la reine de ces endroits-là. Alors, tous ces paysages-là qu'on a chez nous, ce ne sont pas des paysages naturels. On appelle ça des paysages humanisés. Ils ont été transformés par l'humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on se rend compte, c'est que les voies de communication, anciennement, on montait à la chute par le coteau des êtres. C'était le chemin que les pionniers prenaient pour aller à la chute. Puis ça prenait du temps. C'était une aventure. C'était une aventure de descendre à Saint-André. C'était pas la rivière. La rivière n'a jamais été navigable ici. L'autre chose, c'est que cette rivière-là... Donc, ça se faisait à pied? Ça se faisait à pied. Pendant combien de temps? Jusqu'à temps que le train arrive. Ah. Hein? Jusqu'à temps que les voitures arrivent. Tout a changé. Quand le train est arrivé à la chute en 1876, là, si le train avait passé à Saint-André, tout aurait été différent pour la chute. Mais le train a passé à la chute en 1876. Ça aussi, ça a changé tout. Ce train-là qu'on voit, qu'on entend, puis qui porte écho partout sur notre territoire, ben ce train-là a changé la face de la chute. Ça a amené 2 industriels à s'établir ici. Thomas Henry Ayres, puis J.C. Wilson, une papetière puis une filature. Puis sans ces deux-là, la chute n'existe pas. La chute, dans les années 40, était un des seuls points au Québec qu'on voyait sur un globe terrestre, avec Montréal et Québec. Il y avait la chute. De dire l'importance de ces 2 entreprises-là au niveau international. Ils ont changé la face de la chute. Aujourd'hui, ce qui reste de Ayres, c'est 2 barrages. 2 barrages qui produisent un petit peu d'électricité qui vendent à Hydro-Québec. Mais toute la filature, c'était 65% de la main-d'œuvre active de la ville de la Chute qui travaillait dans ces 2 usines-là. Puis ensuite de ça, tu avais CIL à Brownsburg, qui, elle, engageait 25% de la population. C'est incroyable. Ben oui. Donc, se rappeler de ça. À chaque pas que vous faites dans Argenteuil ou à chaque petit voyage de véhicule que vous faites, regardez autour. Tous ces terres-là ont été bûchées et ont été brûlées par des Américains.
toutes ces terres-là, ils ont coupé les immenses arbres qu'il y avait. Quand est-ce qu'elles ont été brûlées par les... Entre 1796 puis 1810, à l'époque de la colonisation américaine du territoire. Ces gens-là, c'était pas des fermiers, mais ils ont senti qu'ils pouvaient faire de l'argent avec les arbres d'Argenteuil. Alors, ils les ont coupés puis ont transformé ça. Ils ont brûlé, ils ont transformé ça en potasse. La potasse se vendait à un prix d'or dans ces temps-là. Parce que la potasse servait à faire deux choses. Tout le monde le sait, ça servait à faire le savon, mais ça rentrait dans la fabrication de la poudre à canon. Ah! L'Angleterre était en guerre. Nous étions une possession de l'Angleterre à ce moment-là. Ils avaient besoin de poudre à canon pour se battre contre les Français, leur ennemi juré. En Europe, on avait le blocus napoléonien qui empêchait toute forme de communication commerciale avec l'Angleterre. L'Angleterre devait s'approvisionner du côté des Amériques. La seule place qu'ils avaient, c'était l'Amérique du Nord britannique. Tu vois? OK, oui. Alors, la chute en a profité. Les Américains qui se sont installés ici, les Davis, les Lane, ils ont profité de ça. Est-ce que ces familles existent encore aujourd'hui? Ah, écoute, non, je pense pas. Il y en a pas beaucoup sur le territoire parce que la majorité sont partis. Ils sont partis après, quand les Écossais sont arrivés. Parce que les Écossais étaient vraiment les bons fermiers. Eux, ils avaient la méthode nouvelle du 19e siècle d'occuper la terre, de faire la jachère, de faire la rotation des terres. Ils avaient aussi une petite la charrue écossaise qu'on appelait, qui creusait un sillon un peu plus profond puis qui faisait oxygéner la terre, amener de l'azote dans la terre et tout ça. C'était tous des enseignements modernes. Puis eux, ils transmettaient la connaissance de l'agriculture à leurs enfants et à leurs voisins. Alors, c'est eux qui ont vraiment, ils sont devenus les possesseurs de la terre, de cette terre-là dans Argenteuil. Comment vous faites pour vous rappeler de tout ça? C'est quand même beaucoup d'informations. Beaucoup de tiroirs de la mémoire. Ouais, hein? Est-ce que l'histoire est plus facile est-ce que c'est plus facile de se rappeler l'histoire justement parce que c'est comme une histoire avec des personnages, des dates, des faits, des événements? Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste des dates, il n'y a pas juste des faits. Il y a du territoire, il y a des arbres, il y a de la nature, il y a tout ça dans l'histoire. Souvent, on prend l'histoire comme étant quelque chose de fermé dans une boîte. C'est un carré, mais c'est pas ça. L'histoire, c'est comme une espèce de... C'est un microcosme de toute forme de connaissance. C'est ce que c'est. Puis en même temps, c'est de la connaissance qui est macro, là, tu sais, qui va déborder de ça. L'histoire, c'est une série de vagues dans lesquelles il y a des petites vagues. Il y a des vaguelettes qu'on pourrait appeler, dans lesquelles il y a des vagues moyennes, dans lesquelles il y a des immenses vagues. Et à certains moments, dans cette histoire-là, il y a des tsunamis qui changent tout, du tout au tout. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est comme la mer, c'est un mouvement. C'est quelque chose qui a toujours été là, qui a toujours existé, puis qui va vivre en fonction de l'interrogation, de la question qu'on va poser. Je trouve ça beau que vous avez cette passion-là pour votre ville. Où est-ce qu'on peut vous entendre parler et communiquer vos connaisses à l'avenir? Ah, souvent, je fais beaucoup de spectacles, de contes. J'ai fait des contes. Je suis souvent sur YouTube aussi parce que je fais de la conférence. Je fais de la conférence autant en anglais qu'en français. Je fais de la conférence qui est plus populaire, mais je fais de la conférence scientifique aussi. Des fois, je travaille aussi comme expert en patrimoine avec des cours universitaires de maîtrise où on me demande de venir rétablir certains faits historiques sur certaines parties du territoire. Tu sais, je suis un peu partout, c'est ça. Mais j'ai pas si on veut tenir les gens qui nous écoutent au courant de vos... c'est ça, ils peuvent venir voir sur ma page Facebook, Robert Simard, historien conteur. Habituellement, je vais toujours mentionner où je suis, où je raconte, où je m'en vais avec tout ça. Puis bon, évidemment, tu sais, moi j'ai des immenses projets pour le futur parce que c'est quand je vais être vieux que je vais avoir le temps de faire des choses. Dont la publication de vos poèmes. Ouais, c'est ça, de mes chansons, puis aussi surtout, ça va être de réécrire cette histoire-là d'Argenteuil, là, pour faire en sorte qu'on ait un récit qui va être beaucoup plus moderne que ce qui a été fait par le passé. OK. Puis on peut vous voir bientôt le 12 novembre, c'est ça? Le 12 novembre, ici, sur la rue principale, au Restaurant Top Shot, avec mon band, Henri Band. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard, et merci à vous aussi d'avoir été avec nous pour cet épisode. À la prochaine.